Regardez ces 3 photos. Regardez-les bien. Vous ne remarquez rien? Qu'est-ce qu'un pape, une célébrité suisse et un chef d'État africain ont en commun? Exactement, une compagnie aérienne. Ici, l'actrice Ursula Andress embarque avec Air Afrique. Là, le président Maurice Yamerogo voyage avec Air Afrique. Et ici, le pape Jean-Paul II débarque d'un avion Air Afrique. Jadis, Air Afrique était une compagnie panafricaine très prospère. Afrique, au tournant des années 70, c'est une compagnie qui tient la route et qui fait la fierté effectivement des Africains. Mais malheureusement, en 2002, après 41 ans de vol, elle fait faillite, puis disparaît. Je voulais savoir qui a tué Air Afrique. Je suis tombé sur cette interview. Houphouët-Boigny a dit ceci. Je vous ai toujours dit qu'un noir ne peut pas diriger une compagnie en Afrique. Houphouët-Boigny a osé dire ça devant tous les chefs d'État, oui. Lui, c'est Basile Guissou, ancien chef de la diplomatie burkinabé. Ce jour-là, à Lomé, il accompagne Thomas Sankara à un sommet des chefs d'État qui cherchent une solution pour sauver la compagnie en difficulté. Il a dit, donnez-moi le feu vert, je veux voir mes amis français, ils vont nous amener un Français pour redresser Air Afrique. Voici comment de mauvaises décisions politiques, une dévaluation monétaire et un DG français ont brisé le rêve de tout un continent. Votre attention s'il vous plaît, Air Afrique est morte, vive Air France-Afrique. Ce titre est celui du journal français Libération, publié le 16 août 2001. Et il résume assez bien la fin tragique de cette compagnie mythique. Je vous explique. À sa naissance, le 26 juin 1961, Air Afrique plane sur la doctrine de la décolonisation. L'indépendance dans l'interdépendance. 11 jeunes nations sont convaincues qu'il faut s'unir pour assurer des liaisons aériennes entre elles et à l'international. Elles sont toutes d'anciennes colonies françaises, comme on peut le voir sur cette carte. Mais cette belle union n'intéresse pas tout le monde, car le capital détenu à 68,44% par les États membres est aussi détenu à 33% par l'UTA, l'Union de transport aérien, et Air France, qui sont toutes deux françaises. Donc même si la France perd ses colonies, elle reste bien installée dans le cockpit. Et ça ne plaît pas au Togo, à la Guinée et au Mali qui ont décidé de faire cavalier seul. De plus, réputés proches de la France, l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor se font les commis voyageurs du projet. Il est donc plus qu'évident que le siège de la compagnie se trouve en Côte d'Ivoire et qu'un Sénégalais, Cheikh Boubacar Fall, ait été nommé pour la diriger. Âgé de seulement 38 ans, le jeune PDG fait un boulot remarquable. De 1961 à 1973, il fixe le cap, structure la multinationale et lui permet de décoller en ouvrant le continent au reste du monde. Il cède ensuite la place à l'Ivoirien Aoussou Kofi, qui l'agrandit et la modernise. Au plus haut de sa forme, Air Afrique relie 22 pays africains et dessert 4 continents avec des destinations comme New York, Rio de Janeiro, Abu Dhabi, Paris, Rome ou Genève. À bord, tous ces pilotes sont africains. Le personnel navigant arbore des tenues africaines et la revue culturelle est africaine. Le panafricanisme est partout dans les airs et jusqu'en 1985, Air Afrique se sent pousser des ailes. Mais avec le succès viennent les turbulences. Air Afrique est vite rattrapé par les couacs de son propre modèle économique. Souvenez-vous, dès le départ, les motivations qui conduisent à sa création sont plus politiques qu'économiques. Et cela va plomber sa rentabilité. Si Air Afrique a échoué, c'est que tous ses membres voulaient avoir leur vol vers Paris. Or, en termes de rentabilité, cela ne peut pas se passer comme ça. Au milieu des années 90, les États membres exigent que la compagnie relie au moins 2 fois par semaine les capitales de chaque État à Paris. Sauf que ces vols sont pour la plupart déficitaires. Le problème, c'est qu'Air Afrique n'a pas les moyens de sa politique et refuse de changer de cap. Économiquement, ça n'avait aucun sens et stratégiquement, c'était déroutant. Et puis, pourquoi une compagnie créée pour faciliter le mouvement des Africains entre Africains donne plutôt la priorité à ceux qui voyagent vers Paris? Généralement, pour faire le trajet d'une capitale africaine à Paris, c'est moins cher que de faire le trajet d'une ville africaine à une autre ville africaine. Donc ça pose aussi la question de la clientèle qui est ciblée. Ce ne sont pas tous les Africains qui vont à Paris. Non seulement la compagnie tournait à perte, mais elle était aussi sous-capitalisée, selon Ibra Wane, son ancien directeur commercial. Les propriétaires d'Air Afrique, pour la plupart des pays pauvres, étaient faibles et avaient d'autres priorités. Aussi, le capital est-il resté quasiment stable du début à la fin, tandis que les concurrents, eux, se développaient. S'ajoute à cela des abus en tout genre. Dans son enquête, la journaliste Nelly Fualdès rapporte de petits arrangements et de grandes malversations. Par exemple, des marchandises, voire même des passagers qui voyageaient gratuitement avec Air Afrique ou encore des factures impayées. La gabegie se voit aussi dans les effectifs de la compagnie. Tandis qu'Air France, par exemple, compte 54 000 employés pour 230 avions, soit 234 personnes par avion, Air Afrique dénombre 4 200 employés pour 6 avions, soit 700 personnes par avion.
En plus, pour desservir les destinations, les avions d'Air Afrique font trop d'arrêts, ce qui a valu à la compagnie ce tristement célèbre surnom. Certains disaient Air Taxi, c'est-à-dire qu'il y avait des escales tout au long du trajet qui donnaient une dimension d'aventure au vol que nous prenait. Secoué par toutes ces turbulences, l'Union des 11 commence à se fissurer. Les pays d'Afrique centrale se sentent délaissés et se plaignent du fait que la compagnie n'ait été dirigée jusque-là que par des Ouest-Africains. Dès 1971, le Cameroun quitte le navire pour fonder sa propre compagnie, Cameroon Airlines. En 1976, le Gabon s'en va lui aussi pour créer Air Gabon. Et quand enfin en 1985 est nommé un PDG d'Afrique centrale, la compagnie n'est pas loin d'un atterrissage forcé. Son chiffre d'affaires est au plus bas. Les coûts d'exploitation et les frais généraux ne cessent d'augmenter, sans parler de ses retards chroniques qui lui valent son deuxième surnom. Air peut-être. Moi, c'est pas quelqu'un qui me l'a dit. J'étais là, à Lomé, à la réunion des chefs d'État. J'étais avec le président Sankara. Quand le DG de Air Afrique à l'époque, un Congolais, est venu avec son plan de redressement de la compagnie aérienne pour exposer au chef d'État. Air Afrique bat de l'aile. Et pour redresser la compagnie, le Congolais Oxen Sikonga propose de réduire les effectifs. Mais le doyen, comme on l'appelle, n'y croit pas et a une autre idée derrière la tête. Houphouët-Boigny a dit ceci. Je vous ai toujours dit qu'un noir ne peut pas diriger une compagnie en Afrique. Air Afrique ne peut pas être dirigée par un Africain. Houphouët-Boigny a osé dire ça devant tous les chefs d'État. Oui. Et il a dit, donnez-moi le feu vert. Je veux voir mes amis français. Ils vont nous amener un Français pour redresser Air Afrique. Et c'est comme ça que débarque Yves-Roland Bilkar. Selon Le Monde, la France y injecte 740 millions de francs. Les chefs d'État africains confient alors aux Français la lourde mission de sauver un pavillon panafricain qui croule sous une dette abyssale de 250 millions de dollars. Dans ses mémoires, le nouveau PDG, prêté par la France, rapporte les premiers mots que lui adresse l'ancien président ivoirien. Vous êtes notre médecin, je vous confie notre aviation. C'était un échec, mais ça rentrait parfaitement dans la vision de cette époque de fin des années 80, début des années 90, où on estimait qu'il fallait faire appel à la compétence, l'expertise technique, la coopération technique française pour, je dirais, restructurer, redresser, recapitaliser les entreprises africaines. Erreur, car Yves-Roland Bilkar n'est nul autre que l'ancien directeur de la Caisse centrale de coopération économique, l'ancêtre de l'AFD, l'Agence française de développement. Et Air Afrique va le payer cash. L'une des premières choses que fait Yves-Roland Bilkar, c'est vendre les gros Boeing américains et les remplacer par des Airbus français. Tiens. Sur le papier, ça permet certes de faire des économies, mais pour les voyageurs africains, c'est un désastre. Et la raison est aussi triste qu'anecdotique. Je me rappelle très bien de cette interview qu'il a donnée à Jeune Afrique, puisqu'il n'arrivait pas à redresser la compagnie. Il dit que lui, il ne savait pas que les Africains ne voyagent pas, mais les Africains déménagent. Sous-entendu, les Africains voyagent avec beaucoup de bagages et ont besoin d'avions ayant une grande soute. On était obligé d'affréter 2 avions pour New York. Un avion qui part avec les passagers et l'autre qui part avec les bagages. Il n'y a pas que la flotte qui change au profit d'un constructeur français. Le capital de la compagnie panafricaine changera aussi progressivement au profit d'entreprises françaises. L'AFD, l'ancienne boîte d'Yves-Roland Bilkar, devient actionnaire aux côtés d'Air France, qui entre-temps a racheté UTA et finira par posséder plus de parts dans la compagnie que les États africains réunis. 35% au lieu des 11,84% de départ, contre 22% pour les États membres au lieu de 68,44%. Air Afrique n'appartient plus aux Africains et les pays d'Afrique francophone peuvent faire une croix sur leur désir d'émancipation de l'ex-puissance coloniale. C'est dans ce contexte que survient la guerre du Golfe en 1990, ce qui fait monter le coût des carburants. Les États membres doivent également faire face à la dévaluation de leur monnaie de 50%. Une catastrophe. Pour faire court, Air Afrique doit payer le carburant en dollars et la dévaluation lui coûte 60 millions de francs de plus. Quant au nouveau Airbus acheté par monsieur Roland Bilkar, eh bien, la compagnie doit les rembourser avec un panier de devises constitué de yens, de dollars, de Dutch mark, de livres sterling et de francs français. Or, dans ce panier, les recettes ne couvrent que 30%, alors que les dépenses s'élèvent à 70%. C'est à nouveau le déficit. En difficulté avec leurs propres économies, les pays de la zone franc ne payent plus, sinon en retard, leurs cotisations. Les salaires sont diminués, le projet panafricain n'est plus une priorité. Pour Air Afrique, c'est le coup de grâce. Donc c'est tous ces éléments-là, à mon sens, qui ont d'une certaine manière précipité la chute de la compagnie pendant des années 90-2000. Liquidée le 14 août 2001, la compagnie va tenter de renaître dans le giron d'Air France. Sans succès. Criblé de dettes, sa mort est annoncée le 25 avril 2002 par le tribunal de commerce d'Abidjan. Pendant ou après Air Afrique, les pays francophones ont tenté l'aventure aérienne solo, mais tous, sans exception, ont échoué. Cameroon Airlines, disparu. Air Gabon, disparu. Lina Congo et Caire, disparu. Air Sénégal et Sénégal Airlines, disparu. Air Tchad et Toumaï Air Tchad, disparu. Air Guinée, disparu. Air Mauritanie, disparu. Air Centrafrique,
disparu. Air Ivoire, disparu. Pourtant, à l'Est, Ethiopian Airlines, détenu à 100% par l'État éthiopien, dirigé exclusivement par des Éthiopiens, a survécu au temps et aux crises depuis 1945 et fait partie des meilleures compagnies aériennes au monde. Dès lors, une question se pose. Pourquoi l'Éthiopie a réussi là où les pays africains francophones ont échoué ?